Merci à tous. Alors déjà, quand on s'appelle Payon, comme on dit souvent, je ne pouvais pas faire autre chose que du mécénat. Donc voilà, c'est ce que disent souvent mes partenaires. Ensuite, deuxième chose, merci de m'accueillir. Et puis en plus, commencer par la Fondation Lakatos, je ne suis pas habitué à ce type d'exercice et j'ai aucune prétention par rapport. Moi, je suis en admiration de beaucoup de vos fondations, donc c'est pour ça que je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas si elle vous a intéressé, mais c'est très sympathique à vous de m'accueillir. Alors, peut-être, j'ai un petit film de présentation de notre projet stratégique qui s'appelle Osons l'espérance. Mais avant, je voulais vous raconter l'histoire de la Fondation Lakatos. On a été créé en 1875 par deux industriels textiles, Camille Ferronvrault et Philibert Vrault. Et ces hommes-là, en 1875, ils ont mis 5 millions de francs sur la table pour créer Lakatos. À l'époque, c'était 5 facultés. Une faculté de théologie, une faculté de médecine, une faculté de sciences, une faculté de lettres et une faculté de sciences et de droit. Voilà. Quelques années après, les mêmes fondateurs, ils ont créé de la faculté de sciences une école d'ingénieurs appliqués, l'ICAM, l'Institut catholique des arts et métiers. Et puis, la même année, ils ont créé une autre école qui est HUI, Haute École Industrielle. Quelques années après, ils ont créé un département commerce au sein d'HUI, qu'ils ont appelé HEIC, ensuite HEC, puis très rapidement EDEC. En fait, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que tout le modèle de l'Université catholique de Lille dans sa fédération est issu du cœur facultaire. Et toutes les écoles aujourd'hui sont issues du cœur facultaire. Notre école de sciences politiques qu'on a créée il y a 7 ans est issue de la fac de droit. Voilà. Et aujourd'hui, l'Université catholique, c'est 5 facultés, donc une faculté de médecine et de maïeutique, une faculté de gestion, économie et sciences, on a fusionné la faculté de sciences et la faculté d'économie, une faculté de lettres et sciences humaines, une faculté de théologie bien sûr, et une faculté de droit qui a une implantation aussi sur Paris. On a des écoles, donc on a l'EDEC, il y a l'IESEG, vous avez INCREA, qui est la fusion de 3 écoles, HUI, ISA, ISEN, ICAM, Lille, vous avez une école de communication, ISTC, une école de commerce international, ESTIS, une école de sciences politiques européennes. Et puis à côté de ça, comme on a aussi une faculté de médecine maïeutique, on a des hôpitaux, 3 hôpitaux qui représentent 1000 lits. Et depuis 10 ans, nous avons développé tout un pôle santé sociale autour du médico-social. Nous avons 3 EHPAD qui représentent 500 places. Voilà, donc aujourd'hui, c'est 31 000 étudiants. C'est une fédération universitaire qui s'est créée dans les années 73. C'est le recteur des facultés qui a proposé à toutes les écoles, qui sont toutes de format associatif, loi 1901, de dire on va se réunir dans une fédération. Toutes les écoles ont dit oui. Et qu'est-ce qui nous fédère? Outre le lieu, c'est les valeurs, traditions, la proximité, et aujourd'hui, c'est la gouvernance. Donc 800 millions de chiffre d'affaires, même si ça ne veut pas dire grand-chose, ça montre aussi le rapport et l'influence qu'on peut avoir aussi vis-à-vis des acteurs économiques et politiques. Historiquement, les entreprises ont toujours été très présentes, comme je vous l'ai dit, première action de mécénat particulier 1875, 5 millions de francs de l'époque. Et puis dans les années 2000, on a lancé la première opération de mécénat auprès des entreprises. Nos mécènes particuliers étaient devenus mécènes fondateurs. Et puis il y a eu un passage générationnel aussi où c'était plus des fondateurs propriétaires, mais c'était des dirigeants salariés. Et c'est là qu'on a lancé la première campagne de mécénat à destination d'entreprises. Et c'est pour ça que la Fondation Lakatos collecte aussi bien auprès des particuliers, que ce soit au travers des appels à dons grand public, que ce soit au travers des legs, qu'au niveau des entreprises. Je reprends juste. C'est vrai que la Fondation Lakatos, on avait 4 structures de collecte. Notre structure historique, l'Institut catholique de Lille, créé en 1875, est reconnue d'utilité publique. Et puis comme fiscalement on ne pouvait pas collecter et redistribuer aux autres établissements membres, on avait une structure associative qui est la Fédération universitaire et polytechnique de Lille, et nous collections auprès des fondations ou patrimoniales ou d'entreprises. Et puis nous avons eu une fondation sous égide de la Fondation de France, pouvoir collecter auprès des entreprises qui ne pouvaient pas défiscaliser la source, pour pouvoir redistribuer. Et nous avions un fonds de dotation. Donc beaucoup d'outils, beaucoup de complexité, et notamment par rapport à la transparence et la visibilité extérieure. Donc c'est là où on a créé en 2012 une fondation reconnue d'utilité publique hébergeante. Hébergeante pourquoi? Parce que tous les établissements membres de l'Université catholique peuvent, à un moment donné, créer une structure de collecte de fonds. Et ils peuvent l'héberger au niveau de la fondation de Lakatos Lille. Alors, ça a été la fondation, on a mis 2 ans pour la créer dans sa gouvernance.
Parce que les membres fondateurs de la Fondation Lakatos sont tous les membres de la fédération universitaire. Toutes les écoles, les entités, les hôpitaux, les EHPAD sont tous membres et ont tous contribué à la constitution du capital. Et c'est vrai que ça a été un élément extrêmement déterminant. C'est ces 18 mois, 24 mois de définition de la gouvernance. Aujourd'hui, c'est une fondation reconnue d'utilité publique, donc qui est passée au journal officiel avec un conseil de surveillance dont le dirigeant est un ancien dirigeant d'entreprise, dont le président est un ancien dirigeant d'entreprise, d'un laboratoire pharmaceutique, et le directoire est statutairement le président de l'Université catholique de Lille. C'est statutaire. Donc le directoire est composé de l'équipe de direction de Lakatos, qui est membre du directoire. Et c'est vrai que les entreprises sont omniprésentes. Tous nos conseils d'administration, qui sont toutes des associations à but non lucratif, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup, nous sommes un établissement privé associatif, c'est à peu près 200 chefs d'entreprise, membres du territoire, acteurs du territoire, qui sont membres de notre conseil d'administration. Alors c'est vrai que nous avons certes toutes les grandes familles industrielles du Nord, quelques noms comme Bonduel, assez connus, les Mulliers, les Roquettes, les Le Saffre, les Clabat aussi, tout ce qui est OVH, mais c'est vrai que c'est eux qui animent aujourd'hui notre gouvernance. Dans notre fondation, on le dit bien, c'est quoi sa finalité? C'est être un outil au service de la stratégie de l'Université catholique de Lille. Nos campagnes de mécénat, elles ont un nom, elles portent le nom du projet stratégique du président de l'Université catholique. Nous avons eu Osons la confiance. Maintenant, le deuxième projet stratégique de notre président de l'université, c'est Osons l'espérance. Voilà. Donc, et souvent, je dis souvent aux entreprises avec qui nous travaillons, c'est pas qu'un partenariat financier. Je dis souvent, l'argent n'est que le moyen, c'est pas du tout une finalité. Quand je recrute, je dis, l'objectif, c'est pas la collecte de fonds. L'objectif, c'est le développement de nouveaux projets. Et j'insiste bien sur la question de nouveaux projets. C'est-à-dire qu'on est là pour amorcer des projets qui ensuite vont trouver du relais auprès des financements publics. Il y a toujours une part d'amorçage apportée par les établissements nécessaires dans le projet, mais le mécénat est là pour amorcer. Au bout de 3 ans, le projet, ou 4 ans, doit trouver son équilibre. C'est les écoles, quand elles se créent, ESPOL, notre école de sciences politiques européennes, nous avons abondé environ 1 million d'euros pour amorcer tous les coûts liés à l'équipe de recherche, structuration de l'équipe de recherche et tout ça. Nous avons aussi financé beaucoup de projets autour de l'immobilier, notamment nous verrons tout à l'heure au travers des projets ADICOB. Et ensuite, c'est un partenariat économique. Parce que la Fondation, comme je dis souvent, c'est un tiers-lieu qui permet de réunir l'ensemble des acteurs économiques du territoire, l'ensemble des dirigeants et l'ensemble des membres de la fédération. Chaque année, on a des rencontres régulières avec l'ensemble de nos directeurs d'école et l'ensemble des acteurs du monde économique. Et c'est clair que vous avez 2 possibilités, c'est tout le modèle coopératif, maillé dans lequel nous sommes, c'est-à-dire une entreprise peut être partenaire d'une école, mais de temps en temps, il peut être un partenaire de l'université, comme ça lui permet de travailler aussi avec l'ensemble des écoles. Quand on a travaillé sur un projet avec la caisse régionale du Crédit Agricole, on a travaillé sur un projet Big Data qui intégrait aussi bien les composantes de l'IESEG, de HEI, INCREA, donc toute la question de l'incubation aussi de projets autour de Big Data, notre département d'éthique et notre faculté de droit. Et c'est aussi cette pluridisciplinarité qui permet de travailler au niveau, je dirais, de la fédération. Et c'est vrai que la Fondation Lakatos est cet élément qui permet de travailler sur cette complémentarité. Donc économique et financier. Économique, c'est vrai que dans chaque comité de pilotage, il y a des représentants du monde économique qui sont dans les comités de pilotage. Voilà. Donc, petite préambule qui permettait d'introduire l'Université catholique de Lille et la Fondation. Et là, je vais vous présenter une petite vidéo de... Alors, normalement, elle fait 32 minutes. Je n'ai pas voulu vous assommer avec 32 minutes. Il y en a 14 minutes. Mais si vous voulez voir la vidéo dans tout... D'abord, si vous voulez voir, l'idéal, c'est de venir. Parce que c'est vrai qu'il faut voir. Moi, je crois beaucoup au faire, beaucoup au toucher. Et c'est vrai que tous les jours, on reçoit beaucoup d'entreprises qui viennent visiter nos espaces. Beaucoup de projets, visions d'entreprises se déroulent dans nos murs, parce qu'ils vont faire un petit voyage, des voyages itinérants dans nos bâtiments. Et c'est pour ça que cette vidéo permet de voir aussi ce qu'on, à Lakatos, comment c'est et ce que c'est. Voilà. Je mets le son. Hop. Il s'engage dans l'excellence académique. Depuis 1875, l'Université catholique de Lille s'engage dans l'excellence académique, associée à l'expérience concrète au service des plus fragiles, afin de faire grandir chacune et chacun en humanité. Au
cœur d'un territoire au carrefour de l'Europe, elle se veut internationale. L'Université catholique de Lille est un établissement pluridisciplinaire unique en France par son interaction constante avec le tissu économique de son territoire. En faisant tomber les barrières entre les disciplines et en Il y a les deux s'ouvrant symboles à de Lille, l'entreprise, l'ancienne elle chambre de fait commerce grâce à l'implication et la des vieille bourse de Lille, qui sont aussi symboles d'une économiques. innovation et d'une recherche au service des étudiants et de la société. École de toutes les intelligences et de toutes les expérimentations, l'Université catholique de Lille est avant tout le lieu de l'agir étudiant. Un lieu où ils peuvent prendre des risques. Un lieu qui les place en situation d'acteurs pour se construire libres, responsables et solidaires. Au fond, faire université, voilà le projet que nous pouvons partager. Si on changeait le S en C et qu'on pensait université, cité de l'universel, au fond, on pourrait dire que notre objectif à toutes et à tous, c'est de transformer cette cité de l'universel en une cité apprenante où les étudiants, les professeurs, les entreprises, au fond, cohabitent et viennent co-construire, co-élaborer les nouvelles formes de coopération dont nous avons besoin. Coopération entre les hommes et les femmes, coopération avec les machines, coopération aussi avec la nature, car nous sortons de toute évidence d'une ère qui a vu les hommes réduire la nature, utiliser les ressources comme si elles étaient au fond inépuisables, et nous devons rentrer dans cette nouvelle ère, l'ère de la coopération, l'ère de la régénération, et nous avons donc à inventer tous les modes sur le plan social et sur le plan technique, nous permettant de recréer ce monde autrement. Notre ambition, c'est donc que cette université, cité de l'universel, soit le lieu, le territoire habité par tous nos acteurs, où ils apprennent en marchant à créer ce nouveau monde. Ce que nous avons voulu par la réalisation de ce film, c'est vous permettre, par les illustrations, au fond de comprendre le chemin que nous avons engagé avec une grande partie des partenaires de cette université, un chemin pour faire de notre campus un écosystème innovant, une cité de la reconstruction du monde qui vient. Donc c'est un des hôpitaux d'Akato, autour duquel on a construit sur 14 hectares un laboratoire d'innovation sociale aussi. En collaboration avec ses institutions de santé et ses partenaires locaux, l'Université catholique de Lille a lancé en 2000 le projet Humanicité. Véritable laboratoire à échelle humaine, le quartier propose de nouvelles formes de vivre ensemble pour l'intégration des plus vulnérables. Ce projet anticipe les évolutions sociales et conjugue aujourd'hui l'accueil de personnes fragilisées, le développement durable et la mixité des habitats et des fonctions. L'habitat social, l'habitat en accession, de taille et de niveau de prestations différents, sont présents sur les îlots qui constituent le quartier Humanicité. Émissions de radio, assemblées des habitants, expositions entre voisins, jardins partagés, autant d'exemples des actions des ateliers Humanicité pour construire le vivre ensemble et créer une passerelle entre les attentes d'un nouveau quartier et les acteurs qui y sont engagés. Sur le site d'Humanicité, c'est donc un nouveau quartier, laboratoire du mieux vivre ensemble, qui a émergé il y a plus de 15 ans. L'Université catholique de Lille renouvelle cette expérience en créant un deuxième Living Lab, cette fois au sein d'un quartier existant. Sur ce site de Saint-Antoine, et à partir de l'EHPAD Saint-Antoine, nous souhaitons développer un quartier de tous les âges, qui fasse droit au mieux vivre ensemble à différents âges de la vie, ce qui nous amènera à rencontrer à la fois des étudiants, des personnes de l'EHPAD, mais également des habitants, des gens qui fréquentent les commerces et les services, ou qui viendront amener le bébé à la crèche pour donner une illustration. Tour à tour asile, maison de retraite, centre d'hébergement d'urgence puis hôpital pour enfants, l'EHPAD Saint-Antoine de Padoue entame une nouvelle histoire. Livré en octobre 2017, l'établissement pour personnes âgées dépendantes constitue le premier îlot du deuxième Living Lab lancé par l'Université catholique de Lille. C'est un établissement qui fait 22 000 m² de surface et qui accueille 350 lits et places, 325 lits et 24 places d'accueil de jour. L'idée est d'ouvrir l'EHPAD
l'EHPAD sur le quartier et de faire en sorte aussi que le quartier s'ouvre sur l'EHPAD. Nous allons devoir demain faire face à un vieillissement extrêmement majeur de la population, encore plus que ce que nous connaissons aujourd'hui, et apprendre à gérer ensemble ces populations de tous les âges, avec une population dont l'espérance de vie va s'accroître. Et nous souhaitons développer de la recherche, de la formation, mais également du service à la société, à partir de la question du vivre ensemble à tous les âges de la vie. L'innovation au service du renouvellement, pour proposer de nouvelles formes de vivre ensemble et pour créer de nouvelles manières d'apprendre et de travailler. L'Université catholique de Lille parie sur l'intelligence collective et la collaboration comme source de créativité et d'innovation. ADICODE, c'est un acronyme, donc Atelier de l'innovation et du co-design. C'est un acronyme qu'on a trouvé en 2012. On mobilise l'intelligence collective, la créativité, le prototypage rapide, tous ces leviers qu'on trouve en fait dans les écosystèmes innovants de l'Université catholique de Lille. Ici, on trouve plutôt au service de l'innovation tournée technologie, alors pas seulement, parce qu'on fait aussi du design de services et du design de produits, c'est pas forcément technologique, mais on est dans en tout cas l'émergence de nouveautés, de concepts innovants. On travaille avec les étudiants de INCREA Hauts-de-France qui travaillent en équipe pluridisciplinaire sur la base de sujets réels d'innovation qui sont confiés par des entreprises. La méthode et l'expertise séduisent. ADICODE met aujourd'hui ses compétences en créativité et animation d'ateliers de co-design au service des entreprises et les accompagne dans la conduite de projets innovants. Bienvenue chez TechShop. TechShop, c'est un immense atelier de fabrication qui est ouvert à tous. C'est le plus grand makerspace d'Europe. C'est très grand, 2400 m². Et ici, on peut à peu près tout fabriquer. On a 10 ateliers, donc couture, impression 3D, reprographie, on peut travailler le métal, on peut travailler le bois. Voilà, on a à peu près 150 machines en fait, qui sont mises à disposition de tous. On peut y accéder en fait à travers soit du ticket journée, soit de l'abonnement, à la façon d'un club de gym. Et on a ici en fait 10 coachs qui sont là pour vous aider dans la mise en œuvre de vos projets. Voilà, c'est ça TechShop, c'est une belle communauté aussi de membres, d'étudiants, de start-upers, de porteurs de projets, de demandeurs d'emploi aussi, de gens qui viennent dans le cadre de leurs loisirs et qui viennent ici pour fabriquer, mais aussi pour partager entre eux. Voilà, c'est une ambiance aussi très sympa, ici le TechShop de Lille. Fruit d'une rencontre entre la direction générale de Leroy Merlin et Pierre Giorgini, le développement du TechShop repose sur une vision et une ambition commune. C'était la représentation et l'illustration parfaite de ce que nous appelons tête, cœur, main. Et là, on est vraiment dans le faire et dans la production. l'ICAM Lille, au travers aussi de son école de production, s'est montré extrêmement intéressé pour travailler et développer des écosystèmes collaboratifs ensemble avec le TechShop. Ça correspond tout à fait, je dirais, aux réflexions sur les tiers-lieux de réinvention de l'entreprise et de l'économie. Le TechShop, c'est le monde du do-it-yourself, le monde des makers, qui conjugue avec un regard neuf activités traditionnelles et nouvelles technologies. Il est accessible aux étudiants et devient partie intégrante de nouveaux projets pédagogiques des établissements de l'Université catholique de Lille. L'utilisation des nouvelles technologies pour une nouvelle économie, c'est aussi le fil rouge de Livetree, le projet de l'université pour la transition vers un territoire et une économie plus durable. Depuis 2013, les enseignants-chercheurs, les étudiants, mais aussi les collectivités, les habitants du quartier et les entreprises partenaires s'associent pour mener des projets variés. Pas à pas, l'université devient un incubateur de bonnes pratiques dans un esprit participatif et fédératif. Une application très concrète des projets qui sont développés dans le cadre de Livetree, c'est notamment en interdisciplinarité, en mixant l'arrivée du numérique avec la biologie. Et plus particulièrement, les applications qui peuvent en découler directement sur l'agriculture, avec une agriculture de précision très respectueuse de l'environnement, qui nous permettra de traiter au plus juste, avec bien sûr zéro intrants, zéro pesticides, zéro traitement. Les écoles d'ingénieurs et d'agriculture de l'Université catholique de Lille travaillent en étroite collaboration avec le monde de l'entreprise. Elles mettent cette expertise au service du projet Livetree et apportent des solutions concrètes
aux défis quotidiens de la transition écologique et des nouvelles formes d'urbanisation. Un des enjeux particuliers pour l'avenir, c'est l'augmentation de la population. On sait que cette population va arriver principalement dans les villes. Les villes vont grandir, la campagne et l'agriculture vont donc s'éloigner des villes. Le challenge, c'est comment la faire revenir dans les villes. Un habitant du quartier va être tout à fait capable, grâce à cette agriculture urbaine, de venir produire non seulement sa propre nourriture, mais également partager, parce qu'il produira avec d'autres. Et donc il y a tout ce système de communauté qui va pouvoir se créer autour de cette activité. Alors, Hémisphère est une plateforme de design thinking. On appelle ça une design school. Donc, ce n'est pas une école de design, mais un endroit où on s'intéresse à l'innovation, en l'abordant par l'inspiration, la créativité, l'expérimentation, pour aboutir à l'innovation. Donc, on utilise des laboratoires d'expérimentation, comme le Learning Lab et le Meeting Lab, mais on utilise aussi tout type d'endroits pour monter des ateliers à destination d'enseignants, mais aussi d'entreprises et de créateurs d'entreprises. Donc on accompagne des jeunes à créer des entreprises, ce qu'on va appeler l'entrepreneuriat, avec des méthodes d'incubation mais aussi d'accélération. Elles s'intéressent à l'intrapreneuriat, donc des projets d'entreprise menés par des salariés, par des cadres au sein de leur entreprise. Cette entreprise pouvant être une faculté ou une école d'ailleurs. Hémisphère s'intéresse à l'innovation pédagogique, dans le sens des rapports entre les experts, les sachants et les apprenants. Hémisphère est étroitement lié au hub de créativité mosaïque. Lieu de partage d'idées, ce réseau contribue au dynamisme de la Design School par son maillage international d'entreprises et d'universités. On se trouve sur le futur lieu de création artistique, ce qu'on appelle le hangar créatif de l'Université catholique de Lille, qui va être un lieu de créativité, de pratique artistique de nos étudiants. C'est d'être reconnu comme un campus de créativité, de création. Il va y avoir ce qu'on appelle les arts majeurs, de la peinture, de la sculpture, du dessin. Il va y avoir également de la céramique, de la danse, du théâtre, de la musique, de la création olfactive. Vraiment, il n'y aura aucune limite à la créativité. Les projets qui vous ont été présentés dans ce film ont pour fil rouge plus ou moins explicite la recherche. Et on a la chance dans cette université de pouvoir rencontrer indifféremment un théologien, un juriste, un psychologue, un ingénieur, que sais-je. Et un enjeu pour nous, un fort enjeu de différenciation, c'est d'être capable de les faire travailler ensemble. Et à cette fin a été créée la Maison des chercheurs des facultés de l'Université catholique de Lille. Alors la Maison des chercheurs, fondamentalement, ce sont des mètres carrés équipés, si j'ose dire, dont la principale finalité, c'est ça, c'est aller faire se rencontrer des chercheurs qui d'ordinaire ne se rencontreraient pas, avec ce pari que l'on retrouve souvent dans nos murs, qui est que l'innovation va signifier au cœur des rencontres improbables. La Maison des chercheurs héberge également un laboratoire de recherche labellisé Équipe d'accueil par le ministère français de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il répond au nom d'Ethics pour Experiment, Transhumanism, Human Interactions, Care and Society. Si j'ai souhaité enregistrer ces quelques mots de conclusion au cœur des jardins de la faculté de médecine, c'est parce que je pense qu'ils ont une portée symbolique. En fait, si nous réfléchissons un peu sur ce que nous sommes en train de construire, cette université, cité de l'universel, espace de coélaboration de toutes les parties prenantes pour recréer ce monde, eh bien je pense que nous avons toutes et tous à nous penser d'abord comme des jardiniers de l'initiative, et notamment évidemment de l'initiative étudiante. Voilà. Alors, comme je vous le disais, il durait un quart d'heure, en fait, il dure 28 minutes. Donc, j'ai dû faire des coupes. Donc, c'est un peu de temps en temps un peu réducteur. La fondation, donc, voilà, c'est une des clés d'entrée que nous avons vis-à-vis des entreprises, c'est montrer tout l'écosystème d'innovation. C'est vrai que tous les projets que vous avez pu voir, comme le Tech Shop, comme tout cela, le campus zéro carbone dont on ne parle pas dans le film, mais c'est un travail qu'on mène aussi très étroitement avec un acteur comme Dalkia et le groupe EDF, pour travailler sur les questions du faire. Et ensuite, c'est comment transformer notre campus pour en faire un véritable lieu d'expérimentation et ensuite de théorie, de mise en théorie, sur lequel nous pouvons travailler avec nos étudiants et l'ensemble des acteurs, que ce soit les professeurs, que ce soit les acteurs du quartier aussi, qui
qui sont une composante extrêmement importante de notre développement. Donc la Fondation est au service de ce projet stratégique. Voilà, voilà, donc je ne sais pas maintenant si vous avez des questions, je sais pas, par rapport au timing, je ne sais pas. Je propose qu'on réserve les questions pour plus tard, fin de matinée ou début d'après-midi. Peut-être après la deuxième intervention. Après la deuxième intervention. D'accord. Pour le prochain mois, Parfait. D'accord. Parfait. Merci. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Nous allons laisser la place à Monsieur Leléo, de Fondation de l'Université de Bordeaux. Oui, alors là, il y a une petite subtilité, c'est la Fondation Bordeaux Université. Bordeaux Université. Et je vais vous expliquer Des pourquoi. universités. Oui, on peut dire ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis très heureux d'intervenir sur cette première séquence d'atelier et je tiens donc à remercier l'Université de Clermont-Auvergne et sa fondation de me donner l'occasion d'intervenir, de vous parler d'un projet qui me tient très à cœur, qui est la chaire défense et aérospatiale, qui est un projet modélisant pour la fondation et ses partenaires. Avant de vous parler de ce beau projet, j'aimerais vous donner quelques éléments sur la fondation que je représente, qui est donc la Fondation Bordeaux Université. Nous avons été créés en 2009. À l'époque, on était sous statut de fondation universitaire, dans une phase de préparation de la fusion des universités. Nous sommes passés sous statut de fondation de coopération scientifique fin 2014. Et nous sommes aujourd'hui opérateurs du mécénat pour l'ensemble du pôle universitaire bordelais. Plus concrètement, on est au service de 6 établissements fondateurs qui sont l'Université de Bordeaux, l'Université Bordeaux-Montaigne, Sciences Po Bordeaux, le groupe d'écoles Bordeaux-INP, Bordeaux Sciences Agro et le CHU de Bordeaux. Donc on couvre une palette de disciplines extrêmement large et on est, Monsieur Payon parlait tout à l'heure de pluridisciplinarité, c'est un élément extrêmement important des projets qu'on soutient. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment mutualiser les différentes composantes de nos établissements pour faire travailler ensemble des acteurs académiques avec des acteurs économiques et industriels. Ce que je voulais vous dire également, c'est qu'on accompagne actuellement environ 60 projets structurants pour ces différents établissements. On couvre une palette de secteurs d'activité très large. Ça va de l'aéronautique en passant par le vin, la chimie et les matériaux. Et depuis sa création, on a collecté environ 17 millions d'euros et de promesses de dons. Voilà. Alors, je vais vous parler d'une chaire. Ah oui, c'est le mauvais ordinateur. Voilà. Je vais vous parler d'une chaire qui s'appelle la chaire défense et aérospatiale, qui a été créée en fin 2014 et qui est partie en fait du constat suivant, qui était de considérer que le secteur défense et aérospatiale représente un des secteurs d'excellence du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. On a la chance sur notre territoire d'avoir des grands groupes industriels implantés et qui sont en situation de leadership européen, voire international, dans un certain nombre de domaines, hein, pas tous les domaines évidemment, mais je pense notamment à tout ce qui est aviation militaire, tout ce qui est système de lancement de fusées, tout ce qui est dissuasion nucléaire. Pourtant, c'était un domaine qui était méconnu du monde étudiant. C'est pas qu'il y avait un désintérêt, c'est simplement lorsqu'on parle de défense, tout de suite, il y a beaucoup de fantasmes qu'on peut avoir autour de ça. C'est un sujet qui est complexe à appréhender et c'est un sujet qui n'était pas toujours maîtrisé des acteurs industriels. Pourquoi ? Parce que dans ces grands groupes industriels, la majorité des cadres sont plutôt issus de formations d'ingénieurs. Certains d'entre eux ont pu faire un parcours dans une branche civile de l'entreprise et donc ils n'ont pas toujours les clés, les outils pour comprendre
les grands enjeux en matière de défense et d'aérospatiale. Par ailleurs, on avait un site universitaire bordelais qui avait un certain nombre d'atouts en matière d'enseignement, de recherche. Je pense par exemple à tout ce qui touche à la maintenance aéronautique ou à l'économie de la défense, par exemple, pour citer ces deux domaines d'excellence. Et donc cette chaire, qui a donc été créée en fin 2014, c'est vraiment la volonté des différents partenaires que je vais présenter, de développer une meilleure connaissance et compréhension globale du secteur défense aérospatiale. Donc c'est un partenariat qui a été initié dans un premier temps donc avec Sciences Po Bordeaux, l'Université de Bordeaux, puis ce qu'on appelle la Team Rafale, Dassault Aviation, Safran et Thales, qui sont des entreprises qui sont fortement interdépendantes et qui sont à l'origine du programme Rafale que vous devez connaître. Et puis, donc cette chaire, elle a vécu sur un cycle de 3 ans et fin 2017, on a pu la renouveler et embarquer 2 nouveaux partenaires qui sont Ariane Group et le commissariat, la direction des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique. Ce qui permettait vraiment d'avoir un partenariat large et très complet sur le secteur défense et aérospatial. Les missions de cette chaire n'ont pas tellement évolué finalement depuis sa création. Donc cette chaire, elle est structurée autour de 3 piliers. Le développement d'une offre de formation initiale et continue qui soit co-construite avec tout l'écosystème défense et aérospatiale. Quand je dis tout l'écosystème, ce sont nos mécènes, ce sont les établissements d'enseignement supérieur, donc Sciences Po, Université de Bordeaux, mais aussi le ministère des Armées. Et ça, c'est vraiment l'intérêt de cette chaire, c'est qu'on a un partenariat très fort avec le ministère des Armées, notamment la Direction générale de l'armement, qui permet vraiment d'avoir tout l'écosystème défense et aérospatiale. Le deuxième objectif, c'est de produire de la recherche, faire en sorte qu'il y ait des activités de recherche académique et prospective pour réfléchir sur des questions, vous l'avez vu, plutôt sciences humaines et sociales. C'est donc des questions de sciences politiques, des questions de stratégie, aussi des questions d'économie de la dépense, des questions cognitives autour du secteur défense et aérospatial. Et enfin, c'est aussi favoriser la diffusion des savoirs en organisant des colloques, des écoles d'été, des conférences, pour rendre accessibles ces contenus auprès du plus grand nombre, auprès des étudiants, voire des citoyens qui sont intéressés sur ces questions. Alors, le fonctionnement de la chaire est plutôt bien rosé depuis sa création. Il n'est pas forcément simple à comprendre. La première particularité, c'est qu'en fait, les entreprises industrielles, donc les 5 mécènes que j'ai cités, en fait, ils ont 2 casquettes dans ce projet-là. Ils ont une casquette de mécène, et en tant que mécène, ils vont notamment investir dans le développement d'une offre de formation initiale et continue, donc là, dans la logique du mécénat, dans une logique d'intérêt général, sans contrepartie. Et puis ensuite, ils ont une deuxième casquette, de clients d'une offre de formation continue, où là, on est hors du cadre du mécénat, hors du cadre de la chaire, et c'est fait l'objet d'une contractualisation spécifique avec le service de formation continue de Sciences Po Bordeaux. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'en fait, l'entreprise, au travers du mécénat, finance le développement de l'offre de formation, et ensuite, elle est cliente de cette offre de formation pour faire en sorte que leurs salariés, mais en sachant que cette formation-là est ouverte à d'autres entreprises, puissent bénéficier pleinement du contenu de cette formation. Voilà, ça c'est vraiment la principale particularité. Ensuite, donc, vous retrouvez donc 3 types d'acteurs, les établissements, la fondation avec l'équipe exécutive de la chaire qui est donc constituée d'un général. Généralement, les titulaires de chaire, ce sont des enseignants-chercheurs. Là, c'est une autre particularité. On a la chance d'avoir un général du corps aérien qui a eu de nombreuses responsabilités opérationnelles, stratégiques, en région et au niveau de l'administration centrale. Et c'est quelqu'un qui a noué des relations fortes avec des universitaires et qui joue très bien ce rôle de pivot entre l'industrie et la recherche et la formation. Et donc vous avez les établissements qui, eux, développent les actions
l'équipe exécutive de la chaire et la fondation qui l'assiste, qui gère, qui propose le plan d'action aux différents partenaires, qui va gérer tout ce qui est conventionnement avec le mécénat, gérer le pilotage de la chaire au travers de 2 organes de gouvernance qui sont le comité de pilotage. Et on a également un comité pédagogique qui est compétent sur toutes les questions liées à l'offre de formation continue. Voilà. Et le mécène, lui, dans tout ça, il va être là pour être garant de la vision industrielle, faire en sorte que les formations qui soient proposées, que ce soit de la formation initiale ou de la formation continue, répondent aux besoins de recrutement ou de formation des salariés. Alors, les résultats depuis la création de cette chaire, donc création fin 2014, premier programme d'activité en 2015, ils sont plutôt très concluants. Pourquoi ? Parce que déjà, un premier indicateur, on a pu renouveler la chaire en 2017 avec les 3 partenaires historiques, la Rafale Team, et on a pu embarquer 2 nouveaux partenaires. Donc je pense que ça, c'est un bon indicateur. Deuxièmement, voilà, on a un certain nombre de résultats très positifs, notamment au niveau de la formation initiale et continue. Il y a eu 4 sessions du CESDA. Le CESDA, c'est un dispositif de formation continue qui est axé sur... c'est un cycle en fait d'enseignement supérieur sur les enjeux de défense et aérospatiale qui sont destinés à des cadres confirmés. Donc là, on parle de gens qui ont déjà une quarantaine d'années, qui ont déjà un parcours dans l'entreprise. Ce sont des gens qui ont été détectés dans l'entreprise comme potentiels talents. Et l'idée, c'est de consolider leur capacité d'analyse sur les enjeux de défense et aérospatiale, en sachant que ces gens-là ont plutôt une formation d'ingénieur. Plus récemment, il y a eu en 2017 la création d'une formation un petit peu plus light sur un format d'une journée qui est plutôt destiné à avoir un premier vernis sur les enjeux de défense aérospatiale et là qui cible les cadres intermédiaires qui sont arrivés récemment dans l'entreprise. Au niveau de la formation initiale, 2 écoles d'été ont été organisées avec le concours de Sciences Po Bordeaux. Au niveau de l'Université de Bordeaux, il y a un diplôme universitaire sur la défense et l'industrie qui est en voie de masterisation, qui est dispensé depuis un certain nombre d'années. Il y a aussi beaucoup d'interventions dans des cours, que ce soit à Sciences Po Bordeaux, à l'Université de Bordeaux ou dans d'autres établissements. Sur la recherche, il y a encore un peu de progrès, parce que c'est vrai que les efforts sur les actions de recherche se sont vraiment amplifiés à partir de fin 2017, année 2018. Mais voilà, là on a un certain nombre de résultats. Un ouvrage qui a été co-rédigé par des étudiants, encadré par des enseignants-chercheurs et revu, relu, commenté par des mécènes. On a un bilan de travaux d'un post-doctorant en sciences politiques qui a travaillé sur les conflits majeurs qui devraient être publiés assez rapidement, d'ici la fin de l'année. Il y a eu un certain nombre de séminaires de recherche, des soutiens des travaux de chercheurs, donc ça peut être du tutorat, ça peut être des petits financements qui sont accordés pour des doctorants ou post-doctorants. Et puis sur la diffusion du savoir, c'est aussi un axe très fort de la chaire. C'est plus de 15 conférences et colloques qui ont été organisées par la chaire, plus de 15 conférences pour lesquelles la chaire est intervenue, que ce soit en France, en Europe ou à l'international. Et voilà, à titre d'exemple, en 2018, c'est à peu près 1500 personnes qui ont été impactées, qui ont participé aux conférences, aux colloques de la chaire. Donc on en est plutôt satisfait. Les atouts de cette chaire, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est déjà d'avoir une équipe exécutive qui soit dédiée à la mise en œuvre de la chaire. Souvent, lorsqu'on a des titulaires de chaire, sont des enseignants-chercheurs qui ont par ailleurs des activités de formation, de recherche, des projets en parallèle. Là, l'intérêt dans ce dispositif, c'est que le général Jean-Marc Laurent, qui est donc le responsable exécutif de cette chaire, occupe les 3/5 de son temps, voire 100% de son temps, à la chaire. Il est accompagné d'une chargée de mission et de l'équipe de la Fondation, et ça permet vraiment d'avoir une capacité d'intervention très forte et de pouvoir pleinement satisfaire
les mécènes et améliorer en continu les activités qui sont proposées. L'autre atout, c'est la très forte implication des acteurs industriels dans la conception notamment de l'offre de formation continue. Ils s'impliquent en amont sur la dispense des formations. Donc par exemple, certains des représentants du comité de pilotage peuvent intervenir sur les formations dispensées. Ils sont, en règle générale, les restitutions des travaux de ces formations se font sur les sites industriels. Donc ce qui est intéressant, c'est de faire venir les états-majors de ces différentes entreprises que j'ai citées pour vraiment valoriser les travaux de ces hauts potentiels et faire en sorte qu'ils soient vraiment détectés par les états-majors, qu'il y ait une valorisation des activités. Le plus également, c'est que dans ces formations pour les hauts potentiels, il y a une mixité des effectifs avec des officiers de l'école de guerre. Donc ça permet d'avoir des équipes, du travail en équipe assez intéressant avec des profils assez différents. Autre atout, chez un de nos mécènes, cette offre de formation continue, elle a été intégrée dans leur programme de détection des jeunes talents de l'entreprise. Et donc là, il y a vraiment une coordination parfaite entre les activités de cette chaire et la politique de formation de continue de l'entreprise de détection des talents. Autre élément intéressant à souligner, c'est une chaire de formation et de recherche. Et donc l'intérêt, c'est de créer des ponts entre des synergies entre les actions de recherche et de formation. Et l'autre atout, voilà, c'est vrai qu'il y a certaines de ces formations qui sont assez sélectives, assez élitistes, mais il y a aussi beaucoup d'activités, de formations, de conférences qui sont ouvertes à tous, les premières années, voire des citoyens. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment il y a voilà, des contenus qui sont proposés pour tous les acteurs. Pour conclure les perspectives, la chaire défense aérospatiale a fortement contribué à une candidature du pôle universitaire bordelais auprès du ministère des Armées qui a mis en place ce qu'ils appellent le label d'excellence du ministère des Armées, qui est une sorte d'IDEX un petit peu à la sauce défense et qui permettrait à terme de pouvoir structurer un pôle de formation et de recherche sur des sujets de défense et de disposer de moyens, d'être doté de moyens dédiés à la constitution de ce pôle. Bordeaux a été présélectionné avec 4 autres établissements, si je ne dis pas de bêtises. Et très clairement, l'existence de cette chaire a été une véritable contribution à l'obtention de cette présélection. On espère aboutir à la labellisation du pôle. Deuxième élément de perspective, c'est continuer à amplifier les efforts de recherche. C'est vrai que ça a démarré très rapidement sur la formation et la diffusion du savoir. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur les 2 prochaines années sur la recherche. Au niveau de la formation, il y a l'ambition de masteriser une des formations. Et enfin, pourquoi pas, ouvrir la chaire à terme à d'autres partenariats, d'autres partenaires industriels, qu'ils soient voilà, français, européens ou internationaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci pour votre témoignage qui permet d'illustrer le rôle des fondations dans la mise en place des chaires dites d'excellence, qui est un outil, qui sont un outil majeur aujourd'hui de nos établissements universitaires. Est-ce que ce que je propose, c'est qu'éventuellement, s'il y a des questions, on puisse éventuellement les évoquer tout de suite, avant de passer au témoignage de l'Université de Montpellier. Oui. Vos mécènes, quand ils sont clients des actions de formation continue, ils payent? Oui, ils payent. Et d'ailleurs, alors pour l'instant, c'est vrai que ce sont essentiellement les entreprises mécènes qui sont clientes de cette offre, mais cette offre, elle est ouverte à tout type d'entreprise et pour bien respecter le cadre du mécénat, il est hors de question qu'ils bénéficient d'avantages préférentiels au niveau de ces coûts. Mais l'intérêt pour eux, alors c'est vrai, j'en parlais d'ailleurs ce matin, ils ont parfois l'impression de payer 2 fois la formation. En réalité, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, le financement du mécénat permet de financer l'investissement sur l'ingénierie pédagogique et le paiement des frais d'inscription pour les formations va couvrir
tout ce qui est logistique, la rémunération de quelques intervenants. Voilà. Et c'est vrai que ce partenariat au mécénat permet vraiment de proposer une offre de formation très compétitive. Oui. Est-ce que vous avez des tarifs différenciés entre ceux qui ont contribué justement à financer la pédagogie? Non, et je pense que ça serait dangereux vis-à-vis du cadre du mécénat, puisque là, on serait dans une contrepartie directe. Fiscalement, ça serait extrêmement dangereux. Oui, absolument. Quel est le budget du coup annuel de la chaire? Très bonne question. Le budget annuel est de 200 000 euros. Donc c'est un budget assez conséquent. Chaque partenaire, donc ils sont 5, apporte 40 000 euros. 40 000 euros sur une durée de 3 ans. Voilà, donc ça permet d'avoir des moyens conséquents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on a quand même un gros poste budgétaire sur la masse salariale, puisqu'on a des effectifs assez importants. Et après, voilà, le reste des financements, ça va être des financements de travaux de recherche, de l'organisation de conférences, des frais de mission, ce genre de choses. L'effectif, c'est général et puis un chargé de mission, c'est ça? Voilà, il y a un général donc, qui est responsable exécutif, qui est à peu près à 3/5, en fait, il passe tout son temps dessus. On a une chargée de mission qui est à temps plein et on prend aussi en charge le salaire d'un post-doctorant qui a été recruté 1er janvier. Donc voilà, tout ça cumulé fait qu'on a déjà un premier poste de masse salariale assez conséquent. En général, il est payé par la chaire, il n'est pas payé par... Il est payé par la chaire. Absolument. Oui, alors j'avais honneur d'âme. Dans les résultats, au niveau diffusion des savoirs, vous avez mentionné des colloques, des conférences et puis des événements. Vous pouvez donner des exemples des événements que vous faites pour faire connaître un peu le travail? Oui, bien sûr. Alors un exemple assez récent, il y a la chaire défense aérospatiale est co-organisatrice d'un salon, enfin d'un séminaire qui a intégré un salon qui s'appelle l'ADS Show. L'ADS Show, on va dire que c'est le petit Bourget de Bordeaux-Mérignac. Ça n'a pas le même niveau que le salon du Bourget, mais c'est un salon qui est dédié à tout ce qui est maintenance aéronautique, maintien des conditions opérationnelles. Donc on a quand même tous les grands qui sont présents. Et dans le cadre de ce salon, avec beaucoup de visiteurs, on a une partie séminaire où on fait intervenir les différents partenaires de la chaire. Et tout ça est animé par le général Jean-Marc Laurent, qui est le responsable exécutif de la chaire. Un autre exemple, c'est par exemple lorsque la chaire organise une université d'été, il y a toujours une conférence inaugurale ou une conférence de clôture qui est ouverte à tous les étudiants, voire voilà, des citoyens sur inscription. Voilà 2 exemples d'activités de diffusion du savoir qui peuvent être organisées. Oui. Alors ma question, elle s'adresse plutôt à la fondation de l'Université catholique de Lille. Donc dans les présentations qui étaient faites à travers la petite vidéo, donc on a vu énormément de réalisations, et notamment sur le volet innovation. Qui finance tout ça? Parce que c'est quand même, il y a énormément de choses. Là, on parle de chaires, on va dire, avec des budgets comparativement qui sont modestes. Là, vous êtes sur des mètres carrés phénoménaux. Donc, comment vous faites pour obtenir tous ces financements? Est-ce que c'est la fondation ou est-ce que c'est l'université qui finance ces financements? Tous les projets de recherche sont financés toujours à 3 parties, c'est-à-dire du privé, apport fonds propres de l'établissement qui présente le projet, et ensuite après du financement public. Notamment notre chaire sur l'éthique, transhumanisme et autres, c'est un financeur privé qui a amorcé les premiers recrutements, et après ça leur a permis d'être légitime sur les publications, et après de chercher des financements au niveau de la région. Voilà. Notamment sur le rhizome, le bâtiment qu'on a vu avec des panneaux solaires, là-dessus on a dû refaire toute l'ingénierie immobilière, c'est-à-dire c'était une SCI qui était propriétaire du bien immobilier, et l'établissement qui était locataire. Donc c'est l'établissement locataire qui a dû redevenir propriétaire, pour que les investissements faits en matière d'économie d'énergie, ils puissent les récupérer directement. Donc c'est beaucoup de montages financiers voilà, qui permettent à un moment donné, là où le propriétaire ne venait pas investir pour les économies d'énergie, le locataire le voulait, mais en termes de loyer, il ne s'y retrouvait pas. Donc c'est vrai que ça a été il y a eu un gros travail de notre portage immobilier. Et après, derrière, c'est sur le projet des rhizomes, c'est le montage bancaire qui fait qu'à un moment donné, on s'y retrouve facilement en termes d'équilibre. Les investissements générés nous permettent de réinvestir là-dessus.
Sur un autre bâtiment qu'on a vu à la fin, sur la question de l'urban farming, dont on a abordé très rapidement, donc c'est un bien immobilier qui est mis à disposition par Améridil pendant 20 ans, dont nous nous assurons complètement la rénovation, et à la suite, mener toute une expérimentation écologique et agriculture. Donc c'est la fondation qui est en tête de Non, pas forcément. Tout dépend des d'accord. modèles. Tout dépend des modèles. Non, ça c'est c'est juste la pour fondation voir un est peu un outil parmi d'autres dispositifs. Voilà. Par exemple, là, on est en train de voir sur notre campus zéro carbone, éventuellement pour investir dans des champs. Nous avons au niveau de la fondation une réserve suite à des legs. Donc on est en train de voir pour éventuellement voir si on met des panneaux solaires dessus. Dans le Nord, on est en train d'étudier la faisabilité, ou planter des arbres. Voilà. Mais et c'est là où la Fondation est en train de voir si c'est elle qui va porter des investissements ou pas. Voilà. Et sous quelle forme. Juste une question. Donc juste une question concernant ce qui nous a été présenté sur Bordeaux et en particulier vos liens avec les collectivités territoriales. Donc savoir comment ils interviennent dans vos actions, donc j'imagine sur la partie diffusion du savoir, et plus précisément sur les aspects financiers également. C'est une très bonne question. Alors, on n'a pas de soutien financier de nos collectivités territoriales sur ce projet spécifiquement, mais on a clairement un soutien institutionnel du projet, que ce soit la région, la métropole ou la mairie. Voilà. En revanche, ces trois collectivités sont bien membres fondateurs de notre fondation et participent à la gouvernance de notre fondation. Oui. Vous avez dit que la durée de la chaire était de 3 ans. Oui. C'est ça, la durée initiale. Oui. Elle a été renouvelée en 2017. Oui. Pour combien de temps? Pour 3 ans. Est-ce que c'est pas un problème, ça, cette durée? Et notamment, est-ce que ça explique pas que, par exemple, sur la recherche, vous ayez des difficultés, vous ayez eu des difficultés, vous avez d'ailleurs peut-être toujours à démarrer? Alors, c'est vrai que aujourd'hui, lorsqu'on met en place des chaires avec des actions de recherche à la Fondation, on a tendance à essayer de les positionner sur des cycles de 5 ans plutôt que 3 ans. Donc je ne sais pas si votre question allait dans ce sens-là en disant est-ce que c'est... Oui, donc oui, je pense que ça a été un handicap. C'est vrai, souvent lorsqu'on veut alterner le financement d'une thèse, puis le financement d'un postdoc, le temps d'organiser tout ça, si on veut organiser des appels à projets, trouver des bons profils, ça prend du temps et c'est vrai que 3 ans c'est trop court. Je pense que ce qui a été... il y a une autre raison aussi qui fait qu'il y a eu un retard à l'allumage sur la recherche, c'est que très clairement les mécènes se sont dans un premier temps impliqués sur le sujet qui était le plus directement lié à leurs enjeux, c'est-à-dire faire en sorte que leur cadre et tous les outils pour comprendre les enjeux de défense aérospatiale. Ils sont convaincus aujourd'hui qu'il y a besoin de compléter ça par des études stratégiques, de la recherche. Mais ça a mis un petit peu plus de temps. Après, le fait que le titulaire de la chaire ne soit pas issu du Sérail a peut-être pris un petit peu de temps. Mais là, vraiment, on est vraiment sur un rythme de croisière au niveau de la recherche. Et je pense que d'ici les deux prochaines années, on devrait équilibrer les différentes missions de la chaire. Il n'est pas prévu de développer de nouvelles choses au niveau de la formation. L'idée, c'est d'améliorer l'existant. En revanche, il y a beaucoup de choses qui sont prévues sur la recherche. Il y a 12 ans, quand j'ai commencé le métier, tous les partenariats étaient signés sur 5 ans. Aujourd'hui, c'est vrai qu'une entreprise n'a aucune visibilité sur 5 ans. Plus aucun dirigeant s'engage sur 5 ans. Vous voyez, bon, là, c'est tous les mêmes propos en disant c'est même pas sûr que je sois encore là dans 5 ans. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 3 ans. Mais je vois bien maintenant toutes les PME que nous développons, on est même sur de l'annuel. Et sur du coup de cœur. Donc c'est vrai qu'on a un gros travail de pédagogie, comme je dis souvent, de médiateur et sémantique et temporel, pour essayer de concilier nos attentes universitaires et nos attentes de l'entreprise. Je vois, tout à l'heure, je vous ai cité Laura Merlin, mais Laura Merlin, les premières fois, ça s'est très mal passé. Parce que c'était tout de suite. En plus, une culture de la distribution qui est
très dans l'instantanéité. Mais aujourd'hui, on travaille très bien et sur des partenariats de 3 ans. Et c'est vrai qu'on a un gros travail aussi à faire là-dessus. Et ils apprécient aussi qu'on ait ce devoir de vérité sur le livre, mais on ne peut rien faire en un an. Là, moi, aujourd'hui, avec OVH, on a ces mêmes difficultés. Donc, numéro 1 européen de l'hébergement. Là, ils sont sur des cycles de 6 mois. Ah oui. Voilà. Et on veut 500 ingénieurs pendant 6 mois. Voilà. Et c'est aussi la longévité dans le métier qui fait qu'à un moment donné, on apporte toujours entre guillemets un partenariat. Parce qu'on est dans une forme de temps en temps de rapport de force. Ils ont dit non, attendez, c'est hors de question. On ne fera pas ça pour ça, avec vous, dans ces conditions. Une dernière question peut-être avant de passer à notre grand témoin. Donc c'est pour une question pour M. Payon. J'aimerais connaître vos relations avec l'Université de Lille et sa fondation. Est-ce que bien Excellent. Est-ce que du coup vous êtes chevauchant dans les disciplines? Non. Et comment ça va? D'abord on se connaît, on se côtoie, on n'a pas de difficultés. Aujourd'hui, l'Université de Lille, elle se concentre sur sa fusion. La fondation de l'Université de Lille préexistait puisqu'elle a été créée par l'Université de Lille 2. Je pense qu'on n'est pas sur les mêmes champs. Nous, on est vraiment sur, la fondation en tout cas, elle est sur le soutien de l'excellence en recherche, en formation de l'Université de Lille. Je pense qu'on n'est pas tout à fait sur le même champ. Donc on n'est pas en concurrence. Quand vous voyez les entreprises, ça n'interroge pas vous voyez les mêmes entreprises forcément à Pas encore. On n'est pas. Pour l'instant, je distribue, je collecte pas. Voilà, je suis sur un modèle un peu particulier. Je pourrais l'expliquer, mais c'est pas je suis pas dans les. Voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que notre modèle coopératif fait que je peux être en concurrence avec des écoles comme l'ISEG, l'EDEC ou autres qui vont aussi chercher. Mais c'est aussi cette saine concurrence qui nous oblige à être d'autant plus. Je dirais les meilleurs partenariats qu'on a fait, c'est des partenariats sur lesquels des écoles étaient capables de s'associer entre elles pour proposer un projet. Tout à l'heure, quand je parlais du big data, parce que l'ISEG s'est associé avec la faculté de droit, avec le département d'éthique et avec notre école d'ingénieurs INCREA, nous avons décroché ce partenariat. Et si chacun y était allé en ordre dispersé, il aurait signé des petits partenariats qui, pour l'entreprise, étaient beaucoup moins intéressants sur le plan de la cohérence, non pas budgétaire, mais sur le plan de la cohérence globale du projet. Et une saine concurrence ne peut être que stimulante. Une toute petite question alors. Des réponses très rapides. De combien d'équivalents temps plein disposez-vous au sein de la Fondation Paul? Ça dépend. Nous, entre la partie administrative, c'est-à-dire tout ce qui est RGPD, commissaire au compte, tout ça, ça représente 6,2 équivalents temps plein. Une collecte aussi bien live, particulier, entreprise. J'ai malheureusement pas le chiffre en ETP, mais il faut compter une quinzaine de personnes. 15 ETP? Une quinzaine de personnes. Ah, de personnes. Voilà, ça doit être un peu en dessous, on doit être autour de 14, je pense. Oui, mais vous avez des gens qui ne sont pas tous à 100%. Ouais, donc on a 10. Voilà, c'est c'est pour ça. 10, 11, 12, ouais. Bien, ce que je propose, c'est qu'on réserve les autres questions pour animer les débats de la journée. Et je propose d'accueillir Mme Dulieu, grand témoin, pour l'Université de Montpellier, qui nous parlait de la fondation Muse. C'est ça. Je vous laisse la parole. Merci. Est-ce que vous avez donné un micro? Oui, il y en a un. Désolé. Merci de votre accueil. Je tiens tout d'abord à excuser donc Philippe Auger, le président de l'Université de Montpellier, qui a été retenu à Montpellier aujourd'hui et n'a pas pu être présent avec nous. Donc je vais vous parler en fait de la coexistence et de la collaboration des fondations au sein d'une même université de Montpellier. La fondation universitaire Muse est toute récente, elle date de mai 2017 et je suis encore plus récente dans le monde des fondations universitaires puisque je suis arrivée à l'université de Montpellier pour gérer avec le directeur exécutif de l'ICIT Muse, François Pierrot, l'ICIT Muse, et vous verrez que cet ICIT, on a décidé de le porter administrativement
par une fondation universitaire. Quelques mots sur l'ICIT Muse, donc labellisé en février 2017 par le jury international et le gouvernement, fait partie d'un des PIA. Cet ICIT regroupe 19 partenaires, 5 portés bien entendu par l'Université de Montpellier qui est l'établissement porteur de l'ICIT. 19 partenaires forment le consortium, donc des grandes écoles, une école d'agronomie, école d'ingénieurs d'agronomie, de chimie, l'école des mines d'Alès, l'école d'architecture et une école internationale qui est le SIAM, présent sur Montpellier. 10 organismes de recherche. Tous les EPST, globalement nationaux, sont présents sur Montpellier et donc sont présents au sein de l'ICIT Muse. Et des EPIC, 3 EPIC sont présents et font partie de notre consortium, ainsi que 3 établissements de santé. Le CHU de Montpellier, le CHU de Nîmes et l'Institut du cancer de Montpellier. L'ICIT, donc comme vous le savez, Innovation, Territoire et Entreprise, est fondé sur sur 3 thématiques particulières. C'est ce qui en fait un peu les distinctions entre des IDEX, où on embrasse l'ensemble des disciplines d'une université, et les ICIT, où on a identifié les domaines d'excellence au sein d'une université. Et donc pour Montpellier, 3 mots-clés: nourrir, autour de l'alimentation, de la sécurité alimentaire, de l'agriculture et de l'innovation dans le monde agricole et des capteurs. Soigner, pour envisager donc le soin des malades et la prévention des maladies, en particulier les maladies émergentes infectieuses, puisque l'ICIT Muse est particulièrement orienté vers le sud par la présence forte dans notre consortium de l'IRD, Institut de recherche pour le développement, et du CIRAD, qui sont des acteurs majeurs de notre ICIT, et donc le souhait a été d'orienter nos recherches vers le sud. Et puis protect, ou protéger, pour la protection de l'environnement dans un changement climatique mondial, donc avec une approche bien entendu aussi sur la responsabilité sociétale que posent ces questions de changement climatique. Par contre, notre projet, il est bien de créer l'université de demain. Et pour cela, on n'oublie aucune discipline. Donc on est à la fois thématique, nourrir, soigner, protéger, et à la fois on transforme l'université pour créer l'université cible, qui sera l'université de Montpellier, l'université donc fusionnée entre l'université Montpellier 1, sciences, éco, droit, médecine, et l'université Montpellier 2, qui était les sciences et techniques. Et donc pour cela, pour créer l'université de demain, on ne doit absolument n'oublier aucune discipline. Et quand on a ces 3 mots-clés et que l'on travaille sur leurs interfaces, eh bien on va pouvoir, à l'interface par exemple de Feed and Protect, on va trouver les capteurs par exemple en matière d'ingénierie agricole, mais de la robotique, de l'informatique. On va pouvoir travailler quand on travaille sur le changement climatique, sur les règles, les normes, les aspects juridiques que peuvent entraîner ces changements climatiques, ou bien les migrations qui peuvent avoir des impacts en termes bien entendu sociétaux. Et donc on va pouvoir comme cela traiter des sciences sociales et tout le reste des disciplines, bien entendu la chimie qui se trouve aussi au cœur de notre dispositif. Voilà. Bien sûr, vous le savez, donc l'ICIT gère aussi les LabEx qui préexistaient.
Alors, la question est la coexistence des fondations universitaires. Il y a 4 fondations qui collaborent et qui gravitent autour de l'Université de Montpellier. 2 fondations universitaires, la fondation universitaire Université de Montpellier, qui préexistait avant même la fusion des 2 universités, donc qui a été créée en 2010, et la fondation universitaire que je représente, donc Muse, une fondation partenariale, Van Allen, sur un domaine très spécifique, une niche, le CSU, le Centre Spatial Universitaire, et autour de l'Université de Montpellier, en collaboration forte, une fondation d'entreprise qui a l'objectif de valoriser le patrimoine de l'Université de Montpellier, en particulier le Jardin des Plantes. Donc c'est une fondation d'entreprise, de 20 entreprises qui se sont réunies pour valoriser et rénover ce patrimoine historique qu'est le Jardin des Plantes. Pourquoi avoir créé la Fondation universitaire Muse? Lorsque le projet de l'Université de Montpellier et ses 18 partenaires ont été labellisés en février 2017, la question s'est posée du portage de l'ICIT. Plusieurs alternatives s'offraient à l'université. 1, le faire gérer comme un projet au sein de l'université. 2, le faire gérer par la fondation qui préexistait, l'Université de Montpellier, ou bien créer cette fondation universitaire. Alors, le modèle de fondation universitaire, ce n'était pas unique. Marseille, le site de Marseille, a fait porter son IDEX par une fondation universitaire. Donc et puis, vous savez que l'IDEX a été pérennisé à Marseille, donc on pensait que c'était une bonne solution. Et donc, on s'est orienté vers la fondation universitaire. Alors, la question s'est posée sur le portage par la fondation qui préexistait, Université de Montpellier. On souhaitait fortement que les entreprises qui nous avaient suivis dès le début du portage du projet, quand il n'était pas encore labellisé, les 5 entreprises phares, Oriba, BRL, Merck, Invivo, Banque Populaire du Sud, puissent être des membres extrêmement importants de la gouvernance du projet d'ici. Et comme l'autre fondation préexistait, avec son modèle de fonctionnement, avec ses fondateurs, le choix a été fait, pour des raisons donc de tenir compte de l'historique, de créer une fondation universitaire spécifique. Alors cette fondation universitaire, elle a des avantages forts. Le premier qui était la volonté politique de rendre distinct le budget de l'ICIT, les 17 millions d'euros par an qui sont gérés via cette fondation universitaire du reste du budget de l'université. Parce que 17 millions, Philippe Auger a souvent l'occasion de dire que c'est la cerise sur le gâteau d'un budget de l'université. L'Université de Montpellier, c'est 420 millions d'euros. Le budget de l'ICIT, c'est 17 millions d'euros. Alors, c'est faible, mais par contre, c'est une force de frappe très forte parce que c'est consacré à la mise en place d'actions dans le domaine de l'innovation pédagogique, de la formation, de la valorisation et du partenariat et de la visibilité à l'international. Donc c'était très très important que nous puissions avoir cette distinction et puis la sacralisation de ce budget qui ne soit pas finalement fondu dans le budget global de l'Université de Montpellier. Et la Fondation universitaire nous a offert un point très important aussi, c'est la mise en place d'une gouvernance spécifique au projet, ce qu'on n'aurait pas pu faire si ces 17 millions étaient restés dans le budget global de l'université, et de pouvoir avoir une gouvernance resserrée qui se réunit une fois par mois, le comité de pilotage, qui est une émanation des 19 partenaires, et il y a 11 partenaires qui se réunissent une fois par mois pour prendre les décisions stratégiques autour de cette ICIT. Bien sûr, la Fondation universitaire a un conseil de gestion dont le collège fondateur, le collège des fondateurs est représenté par les 5 entreprises qui contribuent à la fondation et que l'on réunit 2 à 3 fois par an. Voilà.
Alors, pourquoi nous ne sommes pas en concurrence? La Fondation Université de Montpellier, donc qui préexistait, elle fait ce qu'une fondation universitaire habituelle fait, du fundraising, du montage et de la gestion de chaires, ce que ne fait pas la Fondation universitaire Muse. Nous sommes sur des objets très distincts et nous ne venons pas en concurrence l'une avec l'autre. Nous n'avons pas vocation, même si on ne se l'interdit pas, de gérer des chaires d'excellence. Et a priori, nous ne ferons pas de fundraising. Ce qui veut dire que la fondation qui se présente face aux entreprises pour du fundraising est seule et unique, et cela permet de garder la cohérence au sein de l'Université de Montpellier. C'est l'autre fondation. Nous gérons le budget donc, de l'ANR pour l'ICIT, et nous sommes en capacité de gérer des ressources propres aussi, mais qui ne viennent pas de projets de mécénat. Nous sommes bien entendu sur des objets qui sont similaires, puisque les domaines d'excellence Feed, Protect and Care sont les mêmes pour la Fondation universitaire Université de Montpellier. Cependant, les outils sont très distincts. De la même manière, avec la fondation partenariale qui gère les nanosatellites et le centre spatial universitaire, on est vraiment sur une fondation partenariale, je dirais, de niche, avec un objet bien particulier, et nous ne venons pas en concurrence entre les différentes fondations. Avec un an de recul, la fondation universitaire est un bon outil justement de communication politique pour vraiment consacrer les 17 millions à des actions de l'ICIT. Bien entendu, nous sommes totalement intégrés à l'Université de Montpellier, mais cette indépendance en termes de gouvernance est un vrai plus pour la gestion d'un projet stratégique tel que celui de l'ICIT. À l'avenir, on s'est posé la question si 4 fondations qui œuvrent, en tout cas 3, une fondation partenariale et 2 fondations universitaires, resteraient dans le paysage de l'Université de Montpellier. Très sincèrement, à l'heure d'aujourd'hui, aucune certitude. D'abord, nous serons réévalués par le jury international pour l'ICIT, plutôt que les 4 ans de la période probatoire, puisque le jury international nous a donné rendez-vous en mars 2019, tout comme celui de Lyon, je crois, l'IDEX de Lyon. Et la personne de Saint-Étienne pourra confirmer. Donc, voilà, on est très serein, très confiant, mais on a un point d'étape clé en mars 2019 pour la poursuite de notre ICIT. À terme, le projet d'ICIT, c'est un projet qui va transformer l'université de Montpellier vers une université plus innovante. Et l'Université Cato de Lille est un des modèles en matière, par exemple, d'innovation pédagogique. Et j'ai vu dans votre film M. Caillès qui participera à notre conférence sur l'innovation pédagogique en fin de semaine. Et on a des modèles et des exemples à prendre. C'est impressionnant. Impressionnant de... notre film, si j'ai l'occasion de le présenter, dure 3 minutes. Donc je ne sais pas si c'est relatif aux actions, mais j'en ai bien peur. Vous êtes meilleur en synthèse. C'est ça. À terme, le projet d'ICIT, c'est donc un projet. Et nous souhaitons que cette dotation de 550 millions d'euros soit pérennisée. Donc le projet a une fin. Et notre projet, notre vision ultime, c'est la transformation de l'Université de Montpellier. Donc on pense très fortement que la fondation universitaire Muse puisse avoir une fin. Quand on aura suffisamment transformé, on intégrera totalement l'Université de Montpellier et cet outil ne sera plus nécessaire. Et on fera monter en puissance la Fondation Université de Montpellier, qui est pour l'instant dotée d'une personne chargée de mission et d'un président. Donc voilà l'objectif. La Fondation Université de Montpellier
perdurera parce qu'elle a des actions voilà, de fundraising, de mécénat qui sont les actions premières d'une fondation universitaire. Pour l'instant, hein, je vous parle à l'heure actuelle, on est assez tôt dans le dispositif, mais c'est un peu l'objectif. Muse est un projet, l'université est notre cible et la Fondation Université de Montpellier perdurera et la fondation que je représente aujourd'hui eh bien, sera intégrée au service de l'Université de Montpellier. Voilà mon retour d'expérience. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'on m'autorise à proposer la pause? Question. Une question. Vous avez parlé également d'une fondation partenariale, mais oui. Vous ne l'avez pas beaucoup exposé, ce volet-là. Comment il s'articule avec les deux autres fondations? Alors, les interactions, finalement, sont assez faibles entre notre fondation universitaire Muse pour gérer les sites et la fondation partenariale. Alors, faible dans le sens où on n'a pas de lieu institutionnel commun de mise en relation. En revanche, le lien est fait par le fait que le directeur exécutif de Muse, François Pierrot, est aussi le vice-président partenariat et entreprise de l'Université de Montpellier, qui fait partie du conseil de la fondation partenariale. Et donc, tout ça est en lien, je dirais, de manière institutionnelle, par les personnes qui œuvrent dans les différentes fondations partenariales. En revanche, c'est vrai que la fondation partenariale Van Allen est sur un domaine très spécifique. Et donc, les entreprises qu'elle sollicite ne sont pas celles qui sont dans le cœur de métier que j'ai cité. Donc, il n'y a pas de chevauchement ou de concurrence entre nos fondations.